Accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Un gouvernement d'union devrait voir le jour d'ici 5 semaines aux grandes dames des Israéliens. La tension monte dans la bande de Gaza. Au Liban, le Parlement votait aujourd'hui pour élire le nouveau président du pays du Cèdre. Il faudra un second tour pour désigner le successeur à Michel Sleiman. Et puis la guerre des mots se poursuit entre Kiev et Moscou. La Russie menace d'intervenir en Ukraine comme elle avait fait en Géorgie, alors que les autorités ukrainiennes ont relancé leur opération antiterroriste contre les séparatistes. Le débat dans le grand direct à l'occasion de la journée nationale de la femme en Iran. Le président Hassan Rouhani a admis qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour les droits des femmes dans le pays. Alors de manière plus générale, quel bilan pour le président iranien en matière des droits de l'homme? On va en parler tout de suite avec nos invités. Avi Pazner, ancien ambassadeur israélien à Paris, merci d'être avec nous. Bonjour. Et Yohanan Manor, politologue, bonsoir. Bonsoir. Alors, en juin 2013, Hassan Rouhani est élu à Avi Pazner. À l'époque, des espoirs naissent sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme. 10 mois plus tard, on peut dire que ces espoirs sont retombés. Bien, écoutez, je crois que la situation des droits de l'homme en Iran est aujourd'hui exactement pareille à ce qu'elle était il y a 10 mois, quand il a été élu. C'est vrai qu'il a fait une offensive de sourire qui était surtout destinée pour l'extérieur, ok ? Mais à l'intérieur, rien n'a changé. Et vous, justement, on parle aujourd'hui de la situation des femmes en Iran. Elle est restée exactement ce qu'elle était, c'est-à-dire que les femmes sont discriminées en Iran d'une manière totale. Peut-être pas comme en Arabie Saoudite, où ils n'ont même pas le droit de conduire, mais il y a beaucoup de limitations aux droits des femmes en Iran, et pas seulement des femmes, aux droits tout court. Et là, malheureusement, rien n'a changé. Et cette offensive du sourire a peut-être ouvert des portes pour l'Iran à l'étranger, en Amérique, en Europe, n'a rien fait pour changer la situation des droits humains, des droits civils en Iran. Alors rien n'a changé, nous dit Avi Pazner. Les choses ont même empiré dans certains domaines. Un chiffre, 369 exécutions étaient recensées en 2013. C'est beaucoup plus qu'en 2012, puisque ce chiffre s'élevait à 314. Comment vous expliquez, Yohanan Manor, que les choses aient empiré sous Hassan Rouhani? Je crois que vous avez raison de dire qu'elles ont empiré. Elles ne sont pas restées comme auparavant, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre et aux déclarations de M. Rouhani après qu'il ait été élu, parce qu'avec un appui populaire important, justement, il y a une très grande dégradation. Vous parlez du chiffre de plus de 300 personnes exécutées, mais en réalité, d'autres informations montrent que c'est probablement le double. C'est probablement le double. Et c'est les 300 que vous mentionnez, les 390 que vous mentionnez, ce sont des choses avérées. Mais donc, d'une part, il y a une augmentation. Ensuite c'est une barbarie incroyable, parce qu'il s'agit souvent d'exécutions en public. Il s'agit également d'exécutions de femmes et d'enfants, donc qui n'ont même pas l'âge de 14 ans. Il y a eu un cas, je crois, un enfant de 11 ans. Et vraiment, c'est une situation, une dégradation. Vous me posez la question de savoir pourquoi. Eh bien, pourquoi? D'autant plus que M. Rouhani, au mois de novembre, avait soumis une charte de la citoyenneté qui était censée améliorer les droits de l'homme, et notamment l'égalité. Oui, il avait même promis la libération, par exemple, des deux opposants, Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi. Il n'avait pas promis, mais il avait fait en tout cas une allusion. Ça ne s'est pas passé. On peut se demander quelle est sa marge de manœuvre par rapport au guide suprême iranien. Oui, là, vous êtes trop vite. C'est-à-dire que, d'abord, eux, ils ont... Disons qu'il y a une certaine... On leur donne une certaine marge de manœuvre, mais ce n'est pas ça simplement le cas. M. Rouhani a soumis une charte de citoyenneté dans laquelle ne figure aucun des éléments qu'on attendait, notamment la question de l'égalité des femmes. Il y a aussi la question de la non-discrimination des minorités. Et la minorité, il y en a énormément de minorités. L'Iran est un pays d'un très grand nombre de minorités. On ne pense pas souvent aux Bahaïs, on y pense, aux Bahaïs on les pense souvent, mais on ne pense pas aux Arabes. Il y a deux Arabes, dont notamment un écrivain, qui ont été exécutés parce qu'ils demandaient simplement le droit pour les Arabes de pouvoir parler la langue arabe, avoir la culture arabe. Enfin, ce sont des choses qu'il faut connaître. On les met pas suffisamment sur la place publique. Il y a une dégradation
Et c'est une chose inadmissible. Et pratiquement, il n'y a que les spécialistes ou les journalistes ou les ONG qui s'occupent de ça qui en font mention. Il faut en parler. C'est d'autant plus que, justement, nous sommes arrivés à un seuil d'une négociation extrêmement délicate, mais soi-disant le visage nouveau de l'Iran, c'est absolument pas ça. Et c'est une affaire qu'il faut totalement dénoncer. Vous parlez des négociations sur le nucléaire. Hein. Bien entendu. Alors justement, parlons-en de ces négociations sur le nucléaire. Avi Pazner, est-ce que vous pensez que l'Occident devrait amener cette question des droits de l'homme dans cette table des négociations sur le nucléaire? Vous savez, en théorie, devrait, d'accord? Mais mon expérience des relations internationales, c'est que tout d'abord, c'est les intérêts qui priment. Et si l'intérêt est, malgré l'opposition d'Israël, je dois le dire entre parenthèses, si l'intérêt de l'Occident, des États-Unis, de l'Europe est d'arriver à un accord avec l'Iran sur la question nucléaire, encore une fois, un accord qui ne nous plaît pas, mais un accord entre l'Occident et l'Iran, ils arriveront à cet accord malgré les violations flagrantes des droits de l'homme. Ils ne se mêleront pas, ils ne poseront pas de conditions, ils n'en feront pas un sine qua non, ils ne toucheront même pas la question, ils ne l'aborderont pas pour ne pas porter dommage aux négociations. Les négociations, l'enjeu est trop important. Donc on sacrifie les droits de l'homme pour ces négociations sur le nucléaire? Moi, je ne partage pas le même avis que Avi Pazner, monsieur l'ambassadeur, oui. Parce que je pense que justement, non seulement ça permet de dévoiler le véritable visage de ce régime, y compris de celui qui est censé lui donner une image tout à fait différente. C'est-à-dire, comment ça permet de dévoiler le visage? Ça montre que c'est un régime totalitaire qui est absolument féroce pour sa propre population, qui essaye de survivre en recourant à des méthodes d'une barbarie incroyable. Et il n'a fait qu'augmenter. Pour survivre, on recourt à la peine de mort. C'est pour simplifier les choses. Et on y va de manière massive. Et bon, donc d'une part, il faut vraiment mettre les choses au point et clairement le faire savoir. Et d'autre part, c'est un moyen de pression. Ce régime-là, ça montre qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Il devrait y avoir une clause dans cet accord sur le nucléaire sur la question des droits de l'homme? Non, il ne faut pas mélanger les choses, à mon avis, mais je veux dire par là que par d'autres canaux, par d'autres organisations, il faut faire pression. C'est un moyen de... Concrètement, comment on peut agir? Il y a beaucoup de moyens d'action. D'abord, il faut en parler. Ce que vous faites, par exemple, là, mais il y a d'autres organisations. Il y a toutes sortes de canaux. Aux Nations Unies, M. Ban Ki-moon y a fait allusion, mais à sa manière habituelle, qui est toujours un peu disons, évanescente. C'est pas d'une fermeté. Il y a toutes sortes d'organisations qui s'occupent de ces questions, qui doivent bombarder l'Iran et exige, y compris la possibilité d'aller à La Haye pour les traduire en jeu pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, parce que assassiner ou faire exécuter des enfants qui n'ont même pas 14 ans, c'est un crime contre l'humanité, et il y en a d'autres. Pourquoi on ne fait rien là-dessus? Et croyez-moi, ça aura aussi une pression très importante sur le comportement des négociateurs. Il ne faut pas les laisser duper leur monde. Donc selon vous, il faut faire pression Moi, je pense que c'est sur important. Les négociateurs. Vous savez ce que répondent les autorités iraniennes, Avi Pazner? Elles disent qu'il y a une responsabilité de l'Occident dans ce qui se passe aujourd'hui. Elles disent que ce sont les sanctions qui sont responsables d'un mécontentement social, qu'il y a des risques de révolte, et que c'est pour ça que les autorités iraniennes serrent la vis. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, moi, je dis qu'on peut trouver 1000 prétextes, ok, mais que la réalité, elle est différente. La réalité, elle est vraiment, comme le dit Yochanan, mais la différence, c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Yochanan Manor, c'est que dans les relations internationales, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez faire pression sur un pays que vous aidez. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'Amérique, les États-Unis, ont aidé l'Arabie Saoudite pendant des dizaines d'années, leur ont vendu des armes, n'ont posé aucune condition. Mais quand en Égypte, il y a eu la révolution, ok, contre les islamistes, et que ça n'a pas plu aux États-Unis, là, oui, ils ont dit « Ah, vous violez les droits de l'homme, vous êtes une dictature, vous n'êtes plus une démocratie, alors on va vous couper un peu, on va vous couper les vivres, on va couper les assistances. » Ça peut se faire dans un cas pareil. Dans des négociations entre pays souverains, malheureusement, ça ne peut pas se faire.
Alors, on parle de cette situation des droits de l'homme en Iran. On l'a dit, encore beaucoup de chemin à faire. Rien n'a changé sous Hassan Rouhani. On imagine que ce soir, l'Iran doit suivre de près un événement. C'est la réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Yohanan Manor, une première réaction par rapport à cet accord. Est-ce que vous pensez que c'est du sérieux ou bien c'est encore une fois un accord qui va rester lettre morte? En politique, dans les relations internationales, dans la relation politique, il faut être toujours très prudent. Jusqu'à maintenant, ça a échoué. Ce n'est pas la première fois qu'il y a réconciliation. Jusqu'à maintenant, ça a échoué. Mais je crois que les circonstances sont très différentes de ce qui est dans le passé. Ces deux facteurs sont très affaiblis. Et peut-être qu'ils cherchent un moyen de sortir de la difficulté, pour des raisons différentes d'ailleurs. C'est évident que le Hamas, vu sa position géopolitique, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Égypte, et les problèmes très graves, puisqu'il est même dénoncé comme organisation terroriste par l'Égypte. Alors ça, c'est nouveau, c'est depuis quelques mois, mais c'est très important. Autrement dit, il y a vraiment un conflit. Et l'Égypte avait toujours été un soutien pour le Hamas. Donc, c'est évidemment, je ne parle pas du soutien de l'Iran, qui a aussi été, je ne dis pas coupé totalement, mais partiellement, à cause de la position prise par le Hamas vis-à-vis du conflit en Syrie. Donc, pour ces deux raisons, pour schématiser, il y a vraiment un affaiblissement politique du Hamas par rapport aux alliances qu'il avait jusqu'à maintenant. Et donc, ensuite, il n'est pas seul. Il y a d'autres facteurs sur le terrain qui sont encore plus extrémistes, lui. Et donc, je crois peut-être qu'il cherche une porte de sortie. Peut-être que ce qu'on pense être condamné à un échec, moi, je ne serais pas aussi catégorique que cela. D'accord, on devrait être prudent sur cet accord Fatah-Hamas. Il a des chances d'aboutir? Oui, mais moi, complètement d'accord. Il faut être prudent, il a des chances d'aboutir, il a des chances de ne pas aboutir. Mais moi, je veux regarder ça d'un angle israélien. Okay. Ils ne sont pas contents, les Israéliens, ce soir. Ils ne sont pas contents, les Israéliens, ce soir. Parce que là, il y a vraiment un durcissement de la position palestinienne, de la position de l'autorité palestinienne. On avait déjà vu les derniers jours qu'il y avait une série de conditions posées par Abou Mazen qui rendaient les négociations de plus en plus difficiles. Et on voyait que parallèlement, il y avait des négociations avec le Hamas. Et aujourd'hui, avec l'accord, même si en fin de compte il ne réussit pas, il y a quand même ici un choix de l'autorité palestinienne. Il y a un choix entre négociation, accord, paix avec Israël et choix entre accord avec le Hamas. C'est un choix qu'a imposé Benyamin Netanyahou, mais ce soir, Mahmoud Abbas, en tout cas, il a dit aux Palestiniens, vous devez faire le choix entre la paix avec Israël et la paix avec le Hamas. Sauf que ce que répond ce soir Mahmoud Abbas, il dit que cette réconciliation avec le Hamas n'empêche pas pour lui la poursuite des négociations. Israël n'est pas de cet avis? Je ne suis pas de cet avis parce que quand vous avez... Si cela va se faire, si cela va se concrétiser et que vous aurez vraiment un gouvernement d'union nationale palestinien ou la moitié du Hamas qui refuse toute reconnaissance d'Israël, qui refuse toute négociation d'Israël, il sera... Vous voyez déjà les difficultés que nous avons aujourd'hui avec l'autorité palestinienne. Imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer si le Hamas a 50% des voix là-bas. Je crois que c'est un changement, ok. Alors, s'il ne s'opère pas, s'il ne se fait pas en fin de compte, bon, ce ne sera pas la première fois. Mais on parlait justement de l'Iran. Je suis sûr qu'en Iran, on sable le champagne. Ok, non, ils ne boivent pas d'alcool. On ne sable pas le champagne. On applaudit en Iran. On applaudit aujourd'hui à ce qui s'est passé avec les Palestiniens parce que ça rend l'accord de paix avec Israël plus lointain et plus difficile. Vous êtes d'accord, cet accord de paix s'éloigne? Est-ce que c'est définitif ou bien c'est juste un moyen de pression? On reste dans ce jeu de négociation. C'est pas sur ce plan-là que j'ai une position un peu différente. C'est justement sur la position israélienne. Oui. Je pense que la réaction israélienne est très maladroite. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. En politique, ce qui compte, c'est les intérêts, c'est évident. Mais ce qui compte aussi, c'est la fourberie. Et je crois que parfois, il faut être un peu, je dirais, un peu fourbe pour le bien de la chose. Je crois qu'il aurait fallu, à mon avis, ils auraient été beaucoup plus sages de la part d'Israël de dire, mais si le Hamas est prêt à reconnaître Israël, s'il est prêt à reconnaître les trois conditions qui ont été posées par l'Union européenne et par les États-Unis, à savoir de reconnaître Israël, d'arrêter le terrorisme et d'être prêt à reconduire les accords qui ont déjà été conclus entre Israël et les Palestiniens, pourquoi pas?
S'ils Mais sont Israël prêts n'est à pas faire... prêt- le Hamas n'est pas prêt à le faire Mais aujourd'hui. qu'ils le disent. Mais c'est très utopique, Yochanan. Oui, c'est très utopique. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de Parce fou. que Haniyeh, non, Oui. parce que je vais vous dire une chose. Haniyeh, hier, dans sa déclaration sur cet accord, a déclaré encore une fois, nous ne reconnaîtrons pas Israël, nous ne ferons pas la paix avec Israël. Donc c'est lui qui essaye d'imposer ces conditions. Malheureusement, il nous faut être réalistes. Il faut ouvrir nos yeux tout grands à ce qui se passe autour de nous, ok? Et ce qui se passe autour de nous est préoccupant parce que pour tous ceux qui, comme moi, voudraient voir un accord entre Israël et Palestiniens, aujourd'hui je suis déçu et je suis préoccupé de ce qui va se passer dans les relations entre nous et l'autorité palestinienne. Alors justement, Nous n'avons dernier pas, mot. à mon avis, nous n'avons pas, nous, à prendre leur position. Il faut qu'eux la déclarent. Et nous devons au contraire être ceux qui encouragent la négociation. Merci. Et si ceci est partagé par la communauté internationale, pourquoi pas? On doit rendre l'antenne. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, une interview sous le signe de la culture. On rencontre Arif Cohen.